L'échiquier international, soyez les bienvenus. Finalement, regardez de plus près. Le golem a l'air moins impressionnant. Le golem est cet être informe, artificiel, créé par des rabbins dans le folklore yiddish, censé défendre les communautés juives. Vous l'aurez compris, le golem, c'est l'entité sioniste qui n'arrive pas à faire ployer Gaza ni opérer une rupture entre la population razaoui et la résistance palestinienne, et ce malgré des bombardements sur des populations civiles comme on en a rarement vu. Il s'agit bien entendu d'une défaite stratégique, si tant est qu'il y eut stratégie. Encore le golem, moins impressionnant que prévu, lui qui insiste pour riposter contre l'Iran. D'ailleurs, on en sait un peu plus concernant cet événement, précisément dans la nuit du 13 au 14 avril, alors que l'Iran avait prévenu pourtant 5 heures avant que la riposte aurait lieu. L'entité sioniste n'a pas pu protéger certaines bases aériennes réputées pourtant comme des sanctuaires, comme la base aérienne à Nevatim et celle de Ramon qui se situe dans le désert du Negev. Et que dire de ce fameux taux de réussite concernant l'interception des obus, un taux de réussite qui avoisine les 99% du dôme de fer, une information délivrée à quelques heures à peine après la fin de l'opération iranienne. 99% de taux de réussite, c'est évidemment aussi vrai que l'histoire des 40 bébés décapités. L'armée iranienne n'a même pas utilisé d'ogives d'explosifs. Il semblerait que le but de l'opération était surtout de délivrer un message et de tester le système de défense sioniste. On en parle de tout ça et bien davantage juste après le jingle. Et si le chaos était finalement, au fond, non pas une fuite en avant, mais davantage un plan établi en amont, l'enthousiasme destructeur au Roland, messianiste, sioniste, en est l'illustration parfaite du moment. Eh bien, pour en parler, je reçois un auteur, conférencier, philosophe aussi, philosophe de formation. Lucien Cerise, bonsoir, merci d'être des nôtres. Oui, merci pour cette invitation. C'était un plaisir. Alors, je le disais, auteur, et à l'époque, vous m'aviez corrigé juste avant l'émission, c'était en 2010, vous aviez édité un livre qui s'intitulait « Gouverné par le chaos », où vous évoquiez la part d'ombre de la mondialisation, faite, entre autres, de servilité à travers l'ingénierie sociale, c'est-à-dire ce changement de repères sociaux impulsé sur le peuple. Je présente la chose à gros traits, on va en parler bien entendu. Et vous le disiez à l'époque, en 2010, que cette ingénierie sociale, cette politique de la globalisation, cette politique du contrôle, serait sous pilotage entre les capitales que sont Washington, Bruxelles et Tel Aviv. Est-ce que, selon vous, les événements à Gaza confortent votre thèse ? Alors oui, dans une certaine mesure, mais bon, il faut avouer que la stratégie du chaos, qui était soutenue par Israël, par exemple autour de 2015, puisque bon, il y avait des responsables du Mossad qui avaient dit publiquement dans les médias qu'ils préféraient Daesh à l'Iran parce que Daesh, l'État islamique, entretenait un chaos créateur en quelque sorte, enfin un chaos favorable à Israël, au Proche-Orient, au Proche et au Moyen-Orient. Donc la théorie la stratégie du choc, comme écrivait Naomi Klein, ou la stratégie du chaos contrôlé, a été appliquée de manière parfaitement intentionnelle par Israël. Quand Israël sponsorisait, soutenait les rebelles syriens, puis les djihadistes, Al-Qaïda, Al-Nosra et Daesh en Syrie. Bon, il semble en fait que aujourd'hui, et puis bon, on connaît aussi les liens assez étranges entre Israël et une partie du Hamas. Le Hamas n'étant pas homogène totalement, mais bon, il y a une partie qui a été effectivement soutenue financièrement, au moins via des fonds jordaniens par Israël.
Bon, mais bon, à un moment ou à un autre, bon, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et en fait, ce chaos propagé au Proche-Orient depuis Israël et ses forces de procuration, ses proxys, bon, commence à se retourner hein, contre l'entité sioniste. Bon, il se trouve que bon, Israël est coutumier du bombardement du territoire syrien. Ça fait des années que ça dure. Là, bon, voilà, bon, Vous avez, vous a- l'Irak a décidé de répondre. Enfin, bon, quelque part, on pourrait se dire, il vaut mieux tard que jamais. Bon, c'est un peu comme quand la Russie intervient en 2022 en Ukraine. Il vaut mieux tard que jamais. La Russie aurait pu intervenir avant, peut-être qu'elle ne pouvait pas. Bon, les problèmes en Ukraine ont commencé en 2014. Donc, bon, bah, évidemment, au Proche-Orient, ça dure depuis longtemps. vous aviez, Mais bon, vous voilà, avez, tout a... Vous aviez évoqué les liens un peu étranges, selon vos mots, entre l'entité sioniste et une partie des Palestiniens. C'était une autre époque, on le signale, c'était une autre équation, ça n'avait rien à voir avec l'équation du jour, il faut le préciser pour nos téléspectateurs quand même. Oui, 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 mais bon, voilà, le problème, c'est les effets boomerang différés dans le temps. Hein, c'est-à-dire que bon, Israël, comment dire, le gouvernement israélien essaye effectivement enfin, applique hein, ce principe hein, de la déstabilisation de son étranger proche. Vous avez entendu parler du projet Oded Yinon, hein, c'est-à-dire décomposer tous les pays arabo-musulmans en petites unités. La Hein, balkanisation des pays arabo-musulmans, oui. Pardon? La balkanisation, il s'agissait d'une balkanisation en entité plutôt des communautés religieuses. Alors, Lucien Cerise, on va faire comme en philosophie, c'est-à-dire on va donner des définitions hein, pour mieux discuter. Alors, vous avez travaillé, je le disais, depuis une vingtaine d'années sur la notion d'ingénierie sociale. Alors, vous allez me corriger, mais l'ingénierie sociale, je l'explique rapidement, serait le changement furtif hein, des sujets ou des groupes sociaux, ou même à l'échelle d'une société. On voudrait peut-être se débarrasser du passé aussi, d'un passé qu'on juge un peu dépassé, comme les religions, tout ce qui renvoie au conservatisme en général, pour y inclure un nouveau paradigme qu'on présenterait comme une notion du bien. On le pourrait le dire aussi plus simplement, ça serait le piratage des cerveaux comme on piraterait des ordinateurs. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour rester hein, dans le sujet israélien, il y a un Israélien célèbre, hein, Yuval Harari, qui parle beaucoup hein, de pirater le cerveau des humains. Bon, en fait, c'est vieux comme le monde. Hein, on appelle ça aussi l'influence, hein, l'influence subliminale. L'ingénierie sociale, ça consiste à transformer autrui sans même qu'il s'en rende compte. Hein, donc en agissant à un niveau subliminal, préconscient ou carrément inconscient. Et donc, pour provoquer le moins de réactions possibles. Hein, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Alors justement, le piratage informatique, par exemple, qui s'appelle l'ingénierie sociale, inventé par Kevin Mitnick, hein, qui était un pirate informatique des années 80-90 et qui a fait de la prison, hein, parce que après avoir piraté le Pentagone, bon, il a été attrapé et il a fait quelques années de prison. Ensuite, donc, il a été récupéré par par le Pentagone et il a fait du consulting. Hein, il a été consultant pour la CIA. Donc l'ingénierie sociale au sens du piratage informatique, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Donc on usurpe l'identité de quelqu'un pour abuser de la confiance de quelqu'un d'autre. Hein, on se fait passer pour, par exemple, votre banque, hein, et vous allez recevoir un message sur votre messagerie électronique qui vous demande de rentrer les mots de passe, hein, les identifiants. Et puis, en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment un message de votre banque, c'est le message d'un pirate informatique qui a imité
hein, les messages que votre banque vous envoie. Mais Lucien Et puis Cerise, bon, bah ensuite, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je voulais parler d'exemple à l'échelle, je ne sais pas, de la stratégie militaire ou des sociétés ou des moyens de contrôle qu'on peut observer ici et là, à travers peut-être Gaza ou même oui. à travers, je ne sais pas, l'Empire américain. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de cela? Ah bah oui, bien sûr, oui. Bah, par exemple, en fait, justement, bon, les Israéliens essayent de se faire passer pour finalement le bouclier, hein, occidental contre l'islamisme. Hein, ça, on entend ça en permanence, hein, chez Éric Zemmour, par exemple, en France. Hein, on nous dit, enfin, dans ces milieux politiques, que Israël est le bouclier de l'Occident contre l'islamisme. En réalité, donc, les sionistes se font passer, hein, usurpent l'identité du bouclier occidental contre contre l'islamisme au Proche-Orient, alors qu'en réalité, en fait, ils utilisent, hein, le terrorisme islamiste et en Syrie notamment, mais avec, hein, des effets de ramifications internationales qui peuvent frapper la France, l'Angleterre ou la Russie. Bon, mais en tout cas, bon, ça c'est bah, justement, enfin bon, pour rester dans le sujet, le renseignement, enfin les sionistes utilisent, hein, l'ingénierie sociale, c'est-à-dire se font passer pour effectivement le bouclier de l'Occident contre l'islamisme, alors qu'en fait, c'est ce on pourrait appeler ça une branche pourrie. En fait, en réalité, ils sponsorisent le terrorisme Alors, islamiste au Proche-Orient. Alors, Lucien Cerise, parlons aussi, donnons, enfin, vous allez me dire si c'est un exemple pour vous, est-ce que c'est un exemple parlant? Est-ce que quand on voit cette caste médiatico-politique, notamment en Occident, mais particulièrement en France, qui est vent debout derrière l'entité sioniste par rapport à ces massacres, est-ce que pour vous, ça obéirait à ce que vous nommez cette ingénierie sociale ou ce piratage informatique ou ce piratage de cerveau? Oui, oui, ça va. Il y a une part de cela. Évidemment. Enfin, en fait, après, il faut distinguer en France. Bon, les responsables politiques, les leaders politiques qui tiennent un discours politiquement correct, hein, pour passer à un autre sujet le plus vite possible et qui vont dire ce que les médias veulent entendre. Hein, donc, je sais pas quoi, vive Israël, abat l'Iran. Bon, et puis après, on passe à un autre sujet parce que bon, c'est déçu. On peut pas en parler rapidement. Et puis ensuite, il y a les gens convaincus. Hein, donc, il faut distinguer la communication politique et puis les gens convaincus qui pensent sincèrement que Israël défend l'Occident au Proche-Orient contre les vilains barbus, hein, et les islamistes. Donc, il faut vraiment distinguer ça, hein, en France et en Occident entre bon entre Pourtant, il y a les des leaders images, Lucien politiques. Cerise, il y a des images, il y a des massacres d'enfants, il y a la CIJ qui évoque le cas de génocide, il y a même même des journaux, hein, ici et là, il y a des manifestations pro-palestiniennes qui parlent de génocide, il y a des juristes qui évoquent aussi, qui soulèvent le propos. Ça devient compliqué, même pour des sionistes, c'est-à-dire même défendre cette entité-là commence à devenir compliqué même pour les fervents zélés défenseurs sionistes. Oui, bien sûr, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que bon, effectivement, Israël, enfin Netanyahou, enfin les suprémacistes juifs vont tellement loin qu'ils commencent à perdre tout leur soutien, y compris aux États-Unis. Bon, c'est vrai que le Parti démocrate, hein, est moyennement sioniste. Hein. Traditionnellement, c'est plutôt le parti des antisionistes aux États-Unis. Mais bon, malgré tout, voilà, Israël reste un allié, etc. Bon, mais effectivement, bon, Netanyahou et puis les autres là, les Smotrich, etc. Enfin, toute cette clique, bon, vont tellement loin que de toute façon, ils commencent effectivement à se décrédibiliser aux yeux du monde entier. Hein, et donc, mais bon, encore une fois, en Occident, il faut vraiment distinguer la communication politique, hein, c'est-à-dire les leaders politiques qui évacuent ces sujets difficiles en disant ce Alors, que les médias veulent entendre, et puis après, les gens convaincus. alors justement, Voilà. l'entité sioniste opte, vous étiez en train d'en parler brièvement, mais opte pour un narratif hein, qui est repris par les relais
médiatique en Occident. Par exemple, on a vu les fameux bébés tués par les Palestiniens, on sait que c'est faux. On se focalise sur le 7 octobre en omettant 70 ans d'occupation. Il y a même une journaliste d'origine juive française, allez, on va donner son nom, il s'agit de Laurence Haïm, qui avait conseillé à Emmanuel Macron de ne pas utiliser le mot de génocide pour parler des Palestiniens, sous-entendant que la terminologie appartiendrait exclusivement aux Juifs. Aujourd'hui, on a appris que le New York Times demande également à ses journalistes d'éviter d'utiliser également l'expression de génocide ou de nettoyage ethnique concernant Gaza. C'est une note qui a été révélée aujourd'hui. On le voit, c'est vrai qu'il y a des partisans et il y a de simples défenseurs, mais au-delà, on voit qu'il y a un système, il y a une échelle de lecture par rapport à ces événements. Mais ce n'est pas le fait du hasard. Bien sûr, mais là aussi, enfin bon, il faut, comment dire, il faut savoir raison garder. Là, par exemple, récemment, Le Monde, le journal français Le Monde, bon, qui n'est pas particulièrement courageux, bon, a admis que les bébés cuits au four, bon, je sais pas quoi, les bébés décapités, c'était une rumeur, qu'il n'y avait pas de fondement réel à ce récit. Propagé par les Israéliens. Mais au bout de 6 mois, Lucien Cerise, c'est au bout de 6 mois que ça vient, oui. C'est trop tard. Alors c'est pas trop, non, c'est pas trop tard. Enfin, c'est tard, mais il vaut mieux tard que jamais. C'est-à-dire que malgré tout, le lecteur du Monde, eh bien aujourd'hui, bon bah voilà, doit tenir compte maintenant de cette correction. Le Monde est tombé dans le piège il y a 6 mois. Il a très probablement répété le mythe des bébés cuits au four. Et puis bon bah aujourd'hui fait un mea culpa, rétropédale, et reconnaît que ce n'était qu'une rumeur. Bon, donc il n'y a pas de bloc homogène dans le soutien à Israël. Il y a en fait au fil du temps, de toute façon, la vérité revient à la surface. Bon, c'est pour ça, moi je me dis toujours là, en 2011, quand j'ai vu les opérations contre la Syrie débuter, je me suis dit il faut gagner du temps. Parce que bon, tout était faux sur concernant tout ce qui était le printemps arabe, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie ou en Syrie, tout était faux. Et donc à l'époque, je pensais déjà il faut gagner du temps pour que la vérité arrive dans les médias, peut-être avec 6 mois de retard. Est-ce que c'était de l'ingénierie sociale ? Pardon, oui. Est-ce que les printemps arabes, selon vous, ça répondait à ce que vous appelez l'ingénierie sociale et le piratage de cerveau ? Ah ben totalement, à 100%. C'est le principe des révolutions colorées, qu'on a vu aussi dans les ex-pays du bloc communiste, en Géorgie, en Ukraine évidemment, et dans d'autres pays, et en ex-Yougoslavie, évidemment. Bon, la Yougoslavie et l'Ukraine sont vraiment les deux pays laboratoires. Et puis donc à partir de 2011, ça a été testé et appliqué dans les pays donc du pourtour méditerranéen. Ça commence en Tunisie, ça s'étend effectivement en Libye. Alors en Libye, ça a marché, puisque bon, il n'y a plus d'État. Il y a eu un régime change, un changement de régime. Enfin, pour l'instant, il n'y a plus de régime du tout. Et puis, par contre, c'est raté. Ça a été un échec en Syrie. Mais le but, effectivement, c'était de faire un changement de régime. C'est-à-dire en fait un putsch, une révolution colorée, mais donc un coup d'État déguisé en révolution populaire. Alors, il faut toujours rappeler, tout est faux. On est dans l'usurpation d'identité et dans l'abus de confiance permanent. Alors, restons dans l'usurpation. Au-delà de l'identité, on peut parler du narratif sioniste. On va donner encore d'autres exemples. Shen Goldstein Almog, vous la connaissez pas, mais c'était une prisonnière qui a été libérée avec ses 3 enfants par le Hamas lors de l'échange de prisonniers. C'était en novembre. Elle avait déclaré qu'elle avait été bien traitée par le Hamas et que lors des frappes aériennes, les combattants palestiniens la protégeaient
contre risque que les obus l'atteignent. Et lorsqu'elle a demandé elle a demandé à ses geôliers s'ils allaient la tuer, un membre de la résistance lui avait dit « Nous mourrons avant vous ». Il y avait également les déclarations de Yocheved Lifshitz, une femme de 85 ans qui a été libérée et qui avait été, elle avait dit « J'ai été bien traitée », elle avait dit aux médias sionistes qu'elle avait été bien traitée et que les Palestiniens lui avaient même apporté des médicaments. On a également Daniel Aloni, ex-prisonnière, qui parle même d'une extraordinaire humanité avec laquelle elle et sa fille ont été traitées. Elle a même écrit une lettre à l'endroit de la résistance palestinienne. Des psychologues sionistes se sont penchés pour voir si elle avait été écrite sous la contrainte. Ils ont dit que non, qu'elle avait écrite spontanément. Et puis il y a Jonathan Pollard, qui était un ex-membre du Mossad, qui a été condamné pour espionnage aux États-Unis, qui avait dit, je cite, excusez de la vulgarité, qu'il fallait fermer la gueule à ces familles d'otages. Tout ce que je dis a été raconté par Jacques Beau dans son livre. Hein. Oui. Oui, Jacques Beau, oui, effectivement, enfin, que je connais, on a le même éditeur. Non, mais effectivement, bon, de toute façon, aujourd'hui, l'Occident, c'est l'empire du mensonge, hein, comme disait Vladimir Poutine il y a quelques mois. Et bon, Israël n'est qu'une partie de l'Occident. Hein, donc, de toute façon, même si Israël disparaissait, le principe occidental de la société du spectacle, hein, c'est-à-dire de la simulation permanente, hein, et de la postmodernité qui a été analysée par des philosophes occidentaux hein, dès les années 1960, ce principe hein, de la simulation permanente hein, et de l'artifice permanent continuerait. C'est au cœur du capitalisme. Hein. Le capitalisme, c'est le faux permanent. Au XIXe siècle, quand Marx analysait le capitalisme, on n'en était pas encore en fait à la société du spectacle. Donc bon, il parlait de rapports de force, de production, etc. Bon, au XXe siècle, le capitalisme devient en fait c'est l'équivalent en fait de la de la publicité, du marketing, et c'est en fait une espèce de recouvrement du réel par la simulation, par le mensonge. Et voilà, en fait, on baigne là-dedans, en Occident, en France, du 24 heures sur 24. Hein, tout est faux. Les médias deviennent en fait les créateurs d'une réalité virtuelle. Et nous sommes censés, nous, hein, Français, occidentaux, accepter d'entrer dans cette réalité virtuelle qui en fait bon est d'une version alternative de la réalité. Ce n'est pas le réel, c'est autre chose. C'est un récit, un narratif, un storytelling qui reconstruit la réalité hein, en fonction d'objectifs stratégiques. Bah, ça fait partie de l'ingénierie sociale aussi. Hein. C'est en fait comment faire entrer quelqu'un dans une parole, et c'est le principe de l'hypnose. Hein, l'hypnotiser, hein, vous connaissez, bon, dans le principe de l'hypnose, il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Et celui qui écoute prend la parole de celui qui parle pour la réalité. Hein, et donc l'hypnotiseur dit à l'hypnotisé, voilà, vous pouvez sauter par la fenêtre et vous envoler, et l'hypnotisé croit hein, qu'il peut le faire. Bon, tout est faux, hein, on est dans une espèce de psychose généralisée. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est ça le monde occidental, enfin, le capitalisme, hein, aujourd'hui, dans son état finalement terminal, hein, et on va bientôt disparaître, hein, de toute façon, parce que le faux ne peut pas l'emporter sur le vrai éternellement, ce n'est pas possible. Merci. Donc là, avec les frappes iraniennes, c'est le retour du réel, en quelque sorte. Hein, donc on est dans une espèce de, c'est le message hein, que le reste du monde, hein, comme on dit, envoie à l'Occident pour lui dire non mais c'est bon, vous ne pouvez pas dominer le monde uniquement avec les médias. Merci Lucien Surex. Merci, ça sera tout pour notre entretien du jour. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour d'autres discussions aussi passionnantes que celles de ce soir. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à samedi. D'ici là, portez-vous.